Si vous avez pris le train en France dans les années 70 ou 80, vous avez peut-être entendu le turbotrain. Ce sifflement aigu qui montait dans l'aigu avant le départ, ce souffle d'avion retenu au sol, cette longue rame orange qui faisait tourner la tête des enfants sur les quais. À son apogée, cette machine reliait Lyon à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, desservait la Normandie et le Massif central, et son cousin expérimental dépassait 318 km/h. La turbine survécut au choc pétrolier, survécut à la victoire de l'électricité, survécut à l'électrification de ses propres lignes. Et puis, après plus de 30 ans de service, son hurlement s'éteignit pour toujours. Comment un train qui criait comme un hélicoptère a-t-il pu disparaître si complètement des mémoires ? Chapitre 1er. Le hurlement avant le départ. Il y a un bruit que plus personne n'entend aujourd'hui dans les gares françaises. Ce n'était pas le halètement grave d'un moteur diesel, ni le bourdonnement discret d'une motrice électrique. C'était un souffle. Un sifflement d'abord lointain, presque doux, qui montait dans l'aigu, gagnait en force, emplissait la verrière et devenait, l'instant d'avant le départ, un cri continu, métallique, tendu comme celui d'un avion retenu au sol. Les voyageurs qui l'ont connu le décrivent tous de la même manière. On entendait la rame avant de la voir. On la sentait vibrer avant qu'elle ne bouge. Et lorsqu'elle s'arrachait enfin au quai, dans son long habit orange, elle emportait avec elle quelque chose qui ressemblait à une promesse. Cette promesse avait un nom technique, la turbine à gaz. Elle avait aussi une origine que presque personne, sur ces quais, n'aurait devinée. Les moteurs qui faisaient hurler ces trains français appartenaient à la même famille que ceux des hélicoptères militaires. La France, au tournant des années 70, faisait rouler ses voyageurs avec une technologie née pour le vol. Le premier homme à avoir conduit la version la plus extrême de cette machine s'appelait Jacques Beget. C'était un cheminot du dépôt de Belfort, un homme des voies et de la vapeur devenu thermique, à qui l'on confia un jour un engin qui ne ressemblait à aucun train connu. Il ne le savait pas encore, mais il tenait entre ses mains l'ancêtre direct du train le plus célèbre que la France allait produire. Il ne le savait pas non plus, mais quelques années plus tard, il se battrait pour empêcher qu'on ne laisse rouiller cette machine dans un dépôt oublié. Car c'est là toute l'étrangeté de cette histoire. On la raconte souvent comme celle d'une folie, d'un caprice d'ingénieur, d'un train absurde tué par le prix du pétrole. La vérité est plus troublante et bien plus belle. Le turbotrain ne fut pas une erreur. Ce fut une réponse juste, brillante même, à un problème réel. Comment rouler vite, tout de suite, sur des lignes que l'électricité n'avait pas encore atteintes ? La turbine tint sa promesse. Elle prouva qu'un train français pouvait dépasser 300 km/h. Et une fois cette preuve obtenue, l'avenir qu'elle avait rendu possible n'eut plus besoin d'elle. Ce documentaire est l'histoire de ce train qui criait, de l'ingénieur venu de l'exil qui inventa ses moteurs, des quelques hommes de la SNCF qui osèrent emprunter à l'aviation ce qu'on croyait réservé au ciel, de l'usine du Nord qui construisit ses caisses orange à quelques kilomètres de la frontière belge, et de la manière dont, ligne après ligne, ce train fut repoussé du futur qu'il avait lui-même contribué à faire naître. Tout commence bien avant les gares. Tout commence avec un homme qui, jeune, avait vu une armée emporter les machines de son usine. Chapitre 2. L'homme qui faisait respirer les moteurs. Il s'appelait Joseph Sidlowski. Il n'était pas français de naissance, et rien dans ses origines ne le destinait à devenir l'un des grands motoristes de son pays d'adoption. Il était né à Chełm, en Pologne, le 21 novembre 1896, dans une Europe qui allait bientôt se déchirer. Il n'appartenait pas à la grande bourgeoisie industrielle française, celle des dynasties du charbon et de l'acier qui se transmettaient des empires. Il était l'exact contraire de cela. Un homme venu d'ailleurs, un migrant, un inventeur obstiné qui portait ses idées dans une tête et quelques brevets dans une valise. Avant la France, il y avait eu l'Allemagne, où il avait travaillé et appris. Puis, au début des années 30, il s'installe en France. Ce n'est pas le voyage d'un touriste, ni celui d'un rentier.
C'est celui d'un homme qui cherche un endroit où ses idées pourront enfin devenir des machines. Et des idées, il en avait à revendre. Entre 1925 et 1933, il dépose une 60aine de brevets. Une 60aine. C'est le rythme d'un esprit qui ne s'arrête jamais, qui regarde une pièce mécanique et voit aussitôt comment elle pourrait mieux fonctionner. Son obsession, celle qui traversera toute sa vie, tient dans une image simple. Faire respirer les moteurs. Comment faire entrer l'air plus vite, plus fort, de manière plus régulière dans le cœur d'une machine. C'est autour de cette question qu'il rencontre l'homme qui deviendra son partenaire décisif, l'ingénieur André Plagniol. Ensemble, ils mettent au point un compresseur à circulation variable, un dispositif qui contrôle précisément la manière dont l'air est aspiré et comprimé. Ce n'est pas encore une turbine d'hélicoptère, mais c'est la graine. C'est le principe qui, patiemment développé, mènera un jour à des moteurs assez légers et assez puissants pour soulever un appareil dans les airs, ou pour lancer un train à travers les Landes. En 1938, fort de ce travail, Józef Sidlowski fonde sa propre entreprise. Il lui donne un nom qui deviendra célèbre dans le monde entier, Turboméca. À ce moment précis, il est un petit industriel parmi d'autres, un fondateur de plus dans une France qui compte encore d'innombrables ateliers et bureaux d'études. Rien ne garantit que son nom survivra à la décennie, car la décennie qui s'ouvre est celle de la guerre. Et la guerre faillit tout emporter. L'entreprise doit fuir vers le sud-ouest, se replier à Saint-Pé-de-Bigorre, puis à Bordes, dans cette région des Pyrénées qui deviendra plus tard le berceau de la turbine française. Mais l'occupation rattrape Turboméca. Les machines sont saisies. Les outils que Sidlowski avait rassemblés, les tours, les fraiseuses, tout ce qui faisait vivre son rêve mécanique, passe entre d'autres mains. Lui-même doit se réfugier en Suisse. C'est l'un des moments décisifs de cette histoire, et il faut s'y arrêter parce qu'il éclaire tout le reste. Cet homme qui inventera les moteurs des trains les plus rapides de France a d'abord connu la dépossession. Il a vu son travail confisqué par une force étrangère. À la Libération, il revient. Et il ne revient pas pour se plaindre, ni pour compter ses pertes. Il revient pour reconstruire. Il remonte l'entreprise, rassemble à nouveau des ingénieurs, et il prend une décision stratégique qui va tout changer. Il oriente Turboméca vers les petites turbines à gaz. Pas les énormes turbines des centrales, ni les réacteurs géants des avions de ligne. Les petites, les compactes. Celles qui logent dans un espace réduit et développent une puissance disproportionnée par rapport à leur masse. De cette décision naissent des moteurs dont les noms sonnent comme une généalogie. Le Marboré, l'Artoust, puis le Turmo. Ces moteurs installent Turboméca au cœur d'une révolution française, celle de l'hélicoptère. Dans les années 50 et 60, la France devient une grande nation de la voilure tournante, et derrière presque chaque appareil, on trouve une turbine sortie des ateliers de Bordes. Le Turmo, en particulier, équipera des hélicoptères lourds capables de soulever des charges considérables. Et c'est très exactement cette qualité, beaucoup de puissance pour très peu de poids, qui, un jour, attirera l'attention d'hommes qui ne pensaient pas du tout au ciel. Des hommes qui pensaient au rail. Réfléchissez à leurs problèmes. Pour faire rouler un train vite, il faut de la puissance. Or, à l'époque, la puissance thermique se paie en poids. Une locomotive diesel assez forte pour lancer une rame à grande vitesse est une machine lourde, massive, qui écrase les voies et se traîne dans les accélérations. La turbine, elle, offrait exactement ce qui manquait. Une puissance élevée dans un volume minuscule, une montée en régime foudroyante et une masse dérisoire. Ce que Józef Sidlowski avait conçu pour arracher un hélicoptère au sol pouvait, en théorie, arracher un train à sa lenteur. Il y avait là une ironie que l'histoire seule pouvait écrire. 20 ans après avoir vu une armée emporter les machines de son usine, les descendants techniques des moteurs de Józef Sidlowski allaient faire hurler des trains français à travers les plaines du pays qui l'avait accueilli. L'exil, la guerre, la reconstruction, l'hélicoptère, puis la vitesse ferroviaire, tout cela tenait dans une même lignée mécanique. Restait à trouver les hommes capables de faire le pont entre les deux mondes. Il travaillait à ce moment-là dans les bureaux d'une entreprise publique qui cherchait désespérément son avenir.
Chapitre 3. Une poignée d'ingénieurs contre le train ancien. En octobre 1964, à l'autre bout du monde, un événement vient bouleverser les certitudes de la SNCF. Le Japon inaugure le Shinkansen. Ce n'est pas seulement un train rapide de plus, c'est une ligne entière, neuve, conçue du premier au dernier rail pour la grande vitesse. Le message est clair, presque humiliant pour les ingénieurs français. La France détenait un record du monde de vitesse sur rail, établi en 1955, mais un record est une prouesse d'un jour. Le Japon, lui, venait de faire de la grande vitesse un service quotidien, ordinaire, offert à des millions de voyageurs. La France avait battu un chiffre, le Japon avait ouvert un avenir. À la SNCF, cette gifle réveille les esprits. Dès 1965, un homme met des mots sur ce que beaucoup pressentent. Il s'appelle Robert G, il est responsable des voies et bâtiments de la région Nord, et il rédige un rapport au titre technique et prophétique. Le transport TGV, réseau du nord de la France. 3 lettres apparaissent là, presque en passant. TGV. Très grande vitesse. C'est, à notre connaissance, la première fois que ce sigle est employé dans ce sens. Il faut mesurer l'étrangeté de la chose. Le sigle le plus célèbre du chemin de fer français est né dans un rapport administratif, des années avant le train électrique qui allait le rendre immortel, et il désignait alors un projet qui pouvait parfaitement rouler à la turbine. Pendant que Robert G imagine le réseau du futur, 2 autres ingénieurs s'attaquent au moteur de ce futur. Le premier s'appelle Marcel Tessier. Il dirige la division des études de traction à moteur thermique. Le second est son adjoint, Guy Sénac. Leur question est d'une simplicité redoutable. Comment faire rouler les trains plus vite sur les lignes qui n'ont pas de caténaire, sans attendre les années de travaux et les milliards qu'exigerait l'électrification de tout le pays. La France est immense. Une grande partie de son réseau n'est pas électrifiée. Attendre le fil électrique partout, c'est attendre une génération. La turbine leur apparaît comme la réponse. Elle est puissante, elle est légère, elle monte vite en régime. Ses défauts, ils les connaissent parfaitement. Elle consomme beaucoup, elle est bruyante, et son rendement s'effondre lorsqu'elle ne travaille pas à pleine charge. Mais dans une France où le pétrole coule à flot et coûte presque rien, ces défauts semblent secondaires. La turbine promet la vitesse tout de suite, sans creuser de tranchées ni planter de poteaux sur des milliers de kilomètres. Encore fallait-il que quelqu'un, tout en haut, protège cette idée. Car une grande entreprise publique n'aime pas le risque. Une partie de la SNCF juge alors qu'il serait plus sage de moderniser le réseau existant, de s'occuper du fret, de ne pas se lancer dans des aventures aéronautiques. Cet allié décisif, le turbotrain, le trouve en la personne de Roger Guibert, qui devient directeur général de la SNCF au début de 1966. Guibert fait un choix d'organisation qui aura des conséquences immenses. Le 1er août de cette même année, il crée un service de la recherche. Une petite structure, à l'écart des routines, chargée d'explorer précisément ce que la maison n'aurait jamais osé tenter spontanément. En décembre, un projet est lancé sous un nom de code, C03. Son objet, la circulation ferroviaire à très grande vitesse sur une infrastructure nouvelle. Ce point est capital, et il défait à lui seul la légende. Le turbotrain n'est pas l'œuvre d'illuminés contre des sages, c'est le fruit d'un combat interne où quelques hommes convaincus ont réussi, grâce à la protection d'un directeur, à faire exister une idée que le poids de l'habitude aurait étouffée. Restait à construire une machine réelle. Le premier véhicule expérimental voit le jour aux ateliers de la SNCF, au Mans, à partir d'un élément automoteur double déjà existant. On y greffe une turbine dans l'une des remorques. Détail révélateur de la prudence de l'époque. Le moteur diesel d'origine n'est pas retiré. Il reste là, nécessaire au démarrage. La SNCF veut goûter à la turbine, mais elle garde un pied dans le monde connu. Le résultat dépasse les espérances. Le 20 juin 1967, cet engin bricolé atteint 236 km/h. Puis, quelques années plus tard, le 19 octobre 1972, il pousse jusqu'à 252 km/h. Pour éviter la confusion avec le futur TGV, on le rebaptise TGS. C'est le premier maillon matériel de la chaîne. Un autorail transformé, courant plus vite que presque tout ce qui roule alors en France. Mais un record d'essai ne transporte personne.
La véritable épreuve, c'est le service commercial. Elle arrive en mars 1971 sur la ligne de Paris à Caen et Cherbourg. Les premiers turbotrains commerciaux, appelés ETG, entrent en circulation. Leur architecture raconte encore l'hésitation de la SNCF. Une motrice diesel d'un côté, une motrice à turbine de l'autre. Le diesel pour la robustesse et les démarrages, la turbine pour l'accélération et la vitesse. C'est un compromis, un train à deux âmes. Et ce compromis fonctionne au-delà de tout ce qu'on avait prévu. Les trains sont fréquents, ils sont accessibles en seconde classe, sans supplément particulier. Ceux qui prédisaient des rames vides au milieu de la journée se trompaient. Les voyageurs de Normandie s'emparent de ces trains rapides comme d'un dû. Et cela change tout dans les têtes. Jusque-là, la grande vitesse française, c'était le prestigieux Capitole vers Toulouse, un train de première classe, un objet de luxe pour hommes d'affaires. Avec les ETG, la vitesse cesse d'être un privilège. Elle devient un transport de tous les jours, pour tout le monde. La turbine, née pour le ciel, venait de démocratiser la rapidité sur le rail. L'idée avait fait ses preuves. Le moteur existait, le service séduisait. Il manquait désormais une chose, et une seule. Une usine capable de fabriquer, en série, la génération suivante. Cette usine se trouvait tout au nord du pays, à un jet de pierre de la Belgique. Chapitre 4. Crespin construit l'avenir. Pour trouver le berceau industriel du turbotrain, il ne faut pas chercher du côté de Belfort, la ville qui deviendra plus tard la capitale symbolique du TGV. Il faut monter vers le nord, jusqu'à la frontière belge, dans une commune ouvrière nommée Crespin, au lieu-dit Blanc-Misseron. Là se dressent les ateliers de construction du nord de la France, que tout le monde désigne par 3 lettres. ANF. L'histoire de cette usine est presque un siècle plus ancienne que le turbotrain lui-même. Elle est fondée en 1882, à l'origine comme le prolongement français d'une société belge, la Métallurgique. Le choix de la frontière n'a rien de sentimental. Il est stratégique. En construisant du côté français, à quelques centaines de mètres de la Belgique, on fabrique en France du matériel destiné au marché français, sans avoir à payer les droits qui frappent les marchandises importées. La géographie devient un outil industriel. L'usine grandit, produit des locomotives, puis des autorails, puis des voitures. Lorsque commence le programme Turbotrain, ce sont presque 100 années de savoir-faire ferroviaire qui sont accumulées entre ces murs. Des générations de chaudronniers, de soudeurs, de monteurs se sont succédés, transmettant les gestes de la construction des caisses en acier. Cette usine n'était pas seulement un lieu de travail, elle était le cœur battant de la commune, et cela grâce notamment à un homme dont une rue de Crespin porte aujourd'hui encore le nom, Désiré Pellabon. Administrateur puis président-directeur général d'ANF à partir de 1940, il incarne cette forme de capitalisme paternaliste qui caractérisait tant de grandes usines françaises de l'époque. L'entreprise ne se contentait pas de payer des salaires, elle organisait la vie autour d'elle. Un ensemble de 53 logements est achevé pour les ouvriers en 1960. Ce qu'on appelait le stade des métallos appartenait d'abord à l'usine avant de devenir un équipement de la ville. Plus tard, dans les années 70, un lycée technique s'élève pour former les jeunes du secteur au métier de l'industrie. L'usine logeait, l'usine faisait courir, l'usine formait. Elle débordait de ses ateliers pour irriguer toute une existence collective. Il faut ici être honnête, car cette honnêteté fait partie du respect que l'on doit à ces hommes. Nous connaissons les bâtiments, les logements, le stade, le lycée. Mais les noms de ceux qui, dans les ateliers, ont plié et soudé les caisses oranges des turbotrains ne nous sont pas tous parvenus. Les archives publiques disponibles ne les livrent pas encore. Plutôt que d'inventer des visages, il faut dire cette absence. Derrière chaque rame se tenaient des soudeurs, des chaudronniers, des électriciens, des monteurs, dont beaucoup habitaient à quelques rues de la chaîne. Retrouver leur nom est un travail qui reste à faire, et ce silence vaut mieux qu'un mensonge. Ce qui est certain, c'est ce qu'ils ont construit. Car pendant que Crespin s'apprête à produire les rames commerciales, un cousin plus spectaculaire sort d'un autre atelier. En mars 1972, les ateliers de Belfort livrent le TGV 001, le prototype expérimental de la très grande vitesse.
Ces remorques ont été produites par Brissonneau et Lotz. Alstom fournit notamment les équipements électriques et les motrices. Et Turbomeca, l'entreprise de Joseph Sidlowski, livre les groupes propulseurs. La boucle se referme. Les turbines nées de l'exil et de la reconstruction équipent désormais la machine la plus rapide jamais conçue en France. Ce prototype a même reçu un visage. Sa forme n'est pas l'œuvre d'un ingénieur, mais d'un dessinateur, Jacques Cooper, formé à l'école Boulle et passé par l'agence du célèbre designer Raymond Loewy. La consigne qu'on lui donne est magnifique dans sa simplicité. Dessiner un train qui ne ressemble pas à un train. Son nez plongeant, sa silhouette effilée, sa livrée orange vif, inventent une image qui deviendra, quelques années plus tard, celle que tous les Français associeront à la vitesse. Le premier conducteur d'essai de cette machine, celui qui la sort sur les voies de la SNCF au printemps de cette année-là, est le cheminot de Belfort que nous avons déjà rencontré, Jacques Béget. Mais le prototype n'est qu'une vitrine. Le vrai travail, le travail de masse, se joue à Crespa. C'est là que naît la rame destinée à transporter chaque jour de vrais voyageurs. La RTG, la deuxième génération commerciale, entièrement propulsée par des turbines à gaz. Il faut ici corriger une image fausse, celle d'un train ordinaire sur lequel on aurait boulonné des moteurs d'hélicoptère. La RTG n'a rien d'un bricolage. C'est une rame automotrice spécialement conçue, composée de 5 véhicules, 2 motrices d'extrémité qui encadrent 3 remorques. Les 2 motrices contiennent chacune une turbine de traction. La transmission est hydraulique. Chaque rame mesure environ 129 mètres et pèse près de 225 tonnes. Sa vitesse commerciale est fixée à 160 km/h, même si son architecture, elle, avait été étudiée pour aller bien plus loin. Il y a, caché dans ces motrices, une subtilité qui explique beaucoup de choses. À l'intérieur de l'une d'elles se loge non pas une, mais 2 turbines. La grande, celle qui propulse le train, et une petite turbine auxiliaire chargée uniquement de produire l'électricité nécessaire au confort, la climatisation, l'éclairage, les services à bord. Retenez ce détail. Il signifie qu'une rame RTG à l'arrêt, portes ouvertes, en train de climatiser ses voitures un jour d'été, pouvait consommer du carburant sans avancer d'1 mètre. La turbine réclame de la puissance pour tourner, même quand le train ne roule pas. Dans un monde de pétrole bon marché, cela ne pèse rien. Dans le monde qui vient, cela pèsera lourd. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes à Crespin, à l'été 1972. La première rame de série quitte les ateliers. Elle est neuve, elle est orange, elle sent l'acier et le carburant. Sur la chaîne, derrière elle, d'autres prennent forme, car la production s'étalera jusqu'en 1976. Les hommes de la frontière belge fabriquent, sans le savoir tout à fait, les machines qui vont conquérir la Normandie, le Massif central et les grandes transversales du pays. L'usine est établie, la turbine est prête, le train peut crier. Et pour quelques années encore, personne, sur aucun quai de France, n'imagine que le monde va bientôt se refaire autour de lui. Chapitre 5. L'atelier et la naissance d'une rame. Pour comprendre ce qu'était une rame turbotrain, il faut d'abord la regarder naître. Et pour cela, il faut retourner à Crespin, franchir en pensée les grilles de l'usine ANF, à matin des années 70, quand la sirène appelle les équipes et que la commune tout entière semble marcher dans la même direction. Les hommes viennent à pied, à vélo, des rues voisines, de la cité ouvrière, parfois de Belgique toute proche. Ils passent la Pointeuse et ils entrent dans un monde de fer, de bruit et de savoir-faire séculaire. Ce qui frappe d'abord, c'est l'échelle. Une caisse de voiture ferroviaire n'est pas un petit objet. C'est une coque d'acier de plusieurs dizaines de tonnes, qui prend forme lentement, ossature après ossature, sur des gabarits immenses. L'atelier résonne du choc des marteaux, du crépitement bleu des postes à souder, du grincement des ponts roulants qui déplacent dans les airs des éléments qu'aucun homme ne pourrait soulever. L'odeur est celle du métal chaud, de la peinture, de l'huile de coupe. C'est une cathédrale industrielle où l'on ne prie pas, mais où l'on construit. Le travail progresse par métier,
chacun transmettant l'ouvrage au suivant. Les chaudronniers façonnent et assemblent les tôles qui deviendront les flancs, le pavillon, le plancher. Les soudeurs les unissent, cordon après cordon, dans un balai précis où la moindre faiblesse serait une faute impardonnable, car cette caisse devra tenir à 160 km/h, résister au choc, protéger des vies. Puis viennent les monteurs, les électriciens, ceux qui installent les câbles, les sièges, les vitrages, les aménagements intérieurs. Une rame RTG, ce sont 5 de ces véhicules qu'il faut construire, ajuster, relier. 2 motrices d'extrémité et 3 remorques centrales, pour un ensemble d'environ 129 mètres, pesant près de 225 tonnes. Ici, une exigence de vérité s'impose de nouveau. Nous savons ce qui sortait de ces ateliers. Nous connaissons moins bien, hélas, ceux qui l'y faisaient naître. Les archives publiques ne nous ont pas transmis les noms des soudeurs et des chaudronniers de Crespin qui ont bâti les caisses oranges du turbotrain. Il serait facile d'inventer un personnage, de lui prêter un prénom et une histoire touchante. Ce serait une trahison. Ces hommes ont existé, ils habitaient à quelques rues de la Chaîne, ils rentraient le soir couverts de la poussière métallique de leur journée, et leur anonymat dans ce récit est une dette, non un oubli. Retrouver leur visage reste un travail à accomplir. Ce que nous pouvons dire, avec certitude, c'est la fierté que devait susciter le produit fini. Car au bout de la chaîne, la coque nue devenait autre chose. Elle recevait sa livrée. Ce fameux orange vif, éclatant, moderne, qui n'avait rien de la grisaille des trains d'avant. Un orange qui disait le mouvement, la vitesse, le futur. Et surtout, elle recevait son cœur. Dans chacune des 2 motrices, on installait une turbine de traction, cette merveille de puissance compacte descendue de la lignée des moteurs d'hélicoptères. La transmission, elle, était hydraulique. Le carburant, d'abord du kérosène, puis du gazole, allait alimenter ce souffle mécanique qui ne ressemblait à aucun autre. Quand la première rame de série fut achevée, à l'été 1972, elle représentait la rencontre de 2 mondes que rien n'aurait dû réunir. Le savoir-faire presque centenaire d'une usine de la frontière belge et la technologie aéronautique la plus récente de la France. L'ancien et le nouveau, soudés dans une même coque orange. Mais une rame achevée n'est encore qu'une promesse muette. Pour qu'elle devienne un train, il fallait qu'elle roule. Il fallait la sortir des ateliers, la conduire vers le sud, vers les dépôts où l'attendaient d'autres hommes, ceux qui allaient l'apprivoiser. Et c'est là, sur les voies, que le turbotrain allait enfin donner de la voix. Chapitre 6. Le train qui criait dans les gares. Le 3 juin 1973, les premières RTG entrent en service commercial. Pas à Paris, comme on pourrait le croire, mais depuis Lyon. Une relation vers Nantes. Une autre vers Besançon et Mulhouse. Au printemps suivant, en 1974, s'y ajoute la grande transversale de Lyon à Bordeaux. Ce détail est capital, car il défait une idée reçue. Le turbotrain ne fut jamais d'abord un train de la capitale. Il fut le train des provinces, des grandes traversées de la France, de ces itinéraires que le fil électrique n'avait pas encore conquis. Pour le voyageur de l'époque, monter dans une RTG, c'était entrer dans une modernité qu'on ne connaissait pas encore. Fini l'univers des compartiments cloisonnés, des couloirs latéraux, des banquettes fatiguées. La rame offrait un intérieur d'un seul tenant, une intercirculation qui permettait de passer d'une voiture à l'autre, des fauteuils fixes disposés en salle, de larges baies vitrées. Et surtout, un luxe encore rare, la climatisation. En seconde classe, sans supplément, un voyageur de Guéret ou de Montluçon accédait à un confort que la France d'avant réservait aux trains de prestige. Mais ce qui reste encore dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu, c'était le son. Une locomotive diesel donne des pulsations graves, un battement lourd et régulier. La turbine, elle, monte dans l'aigu. À l'arrêt en gare, avant le départ, on entendait le régime croître, ce sifflement continu qui n'appartenait à aucun autre train. Ce souffle métallique de plus en plus tendu, accompagné de la vibration sourde de la transmission. Les enfants sur les quais tournaient la tête. Les habitués reconnaissaient leur train sans le voir. C'était une voix.
une signature, le cri d'une machine qui semblait pressée de partir. Il faut d'ailleurs d'une exagération séduisante. On a parfois dit que c'était le train le plus bruyant d'Europe. Rien ne permet de l'affirmer sérieusement. Ce qui est vrai, c'est que son bruit était différent, insolite, aérien. Il n'écrasait pas, il sifflait. Et cette étrangeté sonore faisait partie de son charme. Derrière la vitre, il y avait des hommes. Les conducteurs des dépôts qui accueillirent ces machines, à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, à Caen en Normandie, durent apprendre une conduite nouvelle. Une turbine ne se pilote pas comme un diesel. Elle demande d'anticiper la montée en régime, de comprendre son inertie, de gérer sa gourmandise. Là encore, l'honnêteté commande une réserve. Les récits détaillés de ces conducteurs, leurs noms, leurs gestes précis, ne nous sont pas tous parvenus, et il faudra un jour aller les recueillir auprès de ceux qui vivent encore. Mais leur rôle, lui, est indéniable. Ils furent les premiers à dompter au quotidien une technologie venue du ciel. Le turbotrain ne fut pas seulement un objet technique, il devint un objet de fierté locale, et c'est peut-être là son trait le plus français. Sur 28 rames, la SNCF accepta un système de parrainage. Chaque rame recevait le nom d'une ville, d'une collectivité qui l'adoptait. On roulait à bord du Lyon, du Caen, du Montluçon, du Guéret, du Besançon, du Boulogne-sur-Mer, du Laon. Un train industriel, conçu dans les bureaux parisiens, construit tout au nord à Crespin, devenait ainsi, par un simple écusson fixé sur son flanc, le train d'une cité qui l'attendait sur son quai, comme on attend un enfant du pays. À Montbéliard, en janvier 1978, la rame locale fut baptisée par l'épouse du député-maire de la ville, André Bouloche. Il faut imaginer la scène, le ruban, les officiels, la foule sur le quai, et cette longue machine orange qui prenait soudain le nom de la cité, cessant d'être une simple rame numérotée pour devenir un membre honoraire de la communauté. Ce genre de cérémonie, répétée d'une ville à l'autre, tissait entre le turbotrain et le pays profond un lien d'affection qui explique aujourd'hui encore la nostalgie que son souvenir soulève. Car ce train roulait partout où la France roulait mal. Il unissait Lyon à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, à Grenoble, à Annecy, à Chambéry, à Clermont-Ferrand. Il franchissait les plaines de Bourgogne, grimpait les rampes du Massif central, longeait les côtes de Normandie battues par le vent marin. Partout, il offrait une qualité de grande ligne à des territoires que la caténaire dédaignait encore. Il était le train de ceux qui n'avaient pas Paris pour destination. Sur certaines relations, les gains de temps atteignaient une demi-heure par rapport à l'ancien matériel. La légèreté de la rame, sa réversibilité qui évitait de manœuvrer une locomotive dans les gares en impasse, ses accélérations vives qui rattrapaient le temps perdu à chaque arrêt, tout concourait à une efficacité nouvelle. La vitesse, encore une fois, cessait d'être un luxe pour devenir un service. Chapitre 7. 318 km/h. Pendant que les RTG Orange conquéraient les provinces, leur cousin expérimental écrivait, lui, une page d'histoire mondiale. Le TGV 001, ce prototype sorti de Belfort au printemps 1972, n'était pas destiné au service commercial. Il était une machine de laboratoire lancée à pleine vitesse, un banc d'essai roulant chargé de savoir jusqu'où l'on pouvait aller. Et l'on alla loin. Le 8 décembre 1972, dans les longues lignes droites des Landes, entre les pins et le sable, la rame atteignit 318 km/h. Un record du monde en traction thermique. Aux commandes, le cheminot de Belfort déjà rencontré, Jacques Beuget, celui qui avait sorti la machine sur les voies quelques mois plus tôt. Il faut se représenter ce que cela signifiait alors. Un train français, propulsé par des turbines de la même famille que celles des hélicoptères, filait plus vite que presque tout ce qui roulait sur la planète. Ce n'était pas une prouesse isolée, un chiffre pour les livres. Le prototype accumula plus de 200 marches au-dessus de 300 km/h. La France apprenait, essai après essai, à maîtriser une vitesse qu'elle n'avait jamais connue. Ce prototype avait un visage, et ce visage était l'œuvre d'un homme, Jacques Cooper. Passé par l'agence de Raymond Loewy,
Il avait reçu cette consigne magnifique. Dessiner un train qui ne ressemble pas à un train. Son nez plongeant, sa ligne effilée, son orange éclatant inventaient une esthétique. Regardez une photographie du futur TGV Sud-Est, celui qui rendra la France célèbre dans le monde entier. Vous y retrouverez la silhouette du 001. Le train électrique de demain héritera du corps du train à turbine d'aujourd'hui. La technologie du turbotrain connut même une carrière internationale, ce que l'on oublie trop souvent. Aux États-Unis, la compagnie Amtrak exploita des rames dérivées, les turboliners, dont les exemplaires suivants furent produits sous licence par le constructeur Rohr. La turbine française partit aussi vers l'Iran et l'Égypte. Là, sous des climats chauds et poussiéreux, elle révélait un autre avantage. Dépourvue des lourdes pièces alternatives d'un diesel classique, elle supportait bien ces environnements difficiles, pourvu que l'on maîtrisât l'admission d'air et l'entretien. Le succès à l'export resta modeste en volume, mais il portait une signification. Ce train n'était pas une lubie franco-française. C'était un savoir-faire que l'on venait acheter. Au sommet de sa gloire, le turbotrain représentait donc une réussite complète. Une usine du Nord qui produisait en série. Des provinces entières reliées à grande vitesse. Un prototype qui pulvérisait les records. Des ventes à l'étranger. Et une image, cet orange devenu synonyme de modernité, qui allait bientôt devenir le drapeau de la vitesse française. Pour les ingénieurs de la SNCF, pour les ouvriers de Crespin, pour les conducteurs de Vénissieux et de Caen, ces années-là furent celles où tout semblait possible, où la turbine paraissait non pas une étape, mais l'avenir même du rail. Chapitre 8. L'été où deux avenirs semblaient encore possibles. Les années 1973 à 1975 furent l'apogée de cette aventure. Jamais le turbotrain ne fut aussi rayonnant. Les RTG entraient en service sur de nouveaux axes, les uns après les autres. Le 001 continuait d'aligner ses marches au-dessus de 300 km/h. Et en janvier 1974, l'une des rames RTG elle-même, engagée dans des essais, atteignit environ 252 km/h. La machine de tous les jours prouvait qu'elle recelait des réserves considérables. Dans les bureaux et les ministères, on discutait sérieusement de l'étape suivante. La grande ligne dont la France rêvait, cette liaison nouvelle entre Paris et Lyon, destinée à désengorger un axe saturé, on l'envisageait encore, à ce moment précis, comme une ligne pouvant être parcourue par des rames à turbine. Le turbotrain n'était pas perçu comme une curiosité en sursis, il était candidat au trône. Il paraissait, aux yeux de beaucoup, le matériel logique du grand bond à venir. C'est ici que se cache l'ironie la plus profonde de toute cette histoire. Au moment même où la turbine triomphait, où elle prouvait sa vitesse, où elle séduisait les voyageurs et les collectivités, les ingénieurs de la SNCF possédaient déjà, dans leur tiroir, des études d'un genre différent. Des comparaisons de coûts. Et ces comparaisons, dès 1973, penchaient d'un autre côté. Elles montraient qu'une rame électrique reviendrait moins cher à exploiter qu'une rame à turbine. L'avenir électrique n'attendait pas le prix du pétrole pour exister. Il mûrissait déjà, discrètement, dans les calculs des mêmes hommes qui célébraient le train à turbine. Deux avenirs coexistaient donc en cet été de gloire. L'un, bruyant, orange, éclatant, roulait sous les yeux de tous et criait dans les gares de province. L'autre, silencieux encore, ne vivait que dans des rapports techniques, des colonnes de chiffres, des devis comparatifs. Le premier était le présent triomphant. Le second était l'avenir patient. Et personne, ou presque, ne mesurait lequel des deux l'emporterait. Il aurait suffi que le monde restât tel qu'il était, que le pétrole demeurât cette ressource abondante et bon marché qui rendait pardonnables tous les appétits de la turbine, que l'équilibre entre les deux avenirs se maintint encore quelques années, le temps peut-être que la turbine s'améliore et défende sa place. C'était l'apogée, le point le plus haut avant la bascule. Et debout sur ce sommet, dans le vacarme aigu de leur machine victorieuse, ni les ingénieurs, ni les ouvriers, ni les conducteurs,
ni les voyageurs ne pouvaient entendre le bruit lointain qui montait déjà à l'horizon. Non pas le hurlement familier d'une turbine, mais le grondement d'un monde énergétique qui, en quelques mois, allait se refaire entièrement autour d'eux. Chapitre 9. La facture du pétrole. Le monde bascula à l'automne 1973. En quelques semaines, à la suite de la guerre au Proche-Orient et de la décision des pays producteurs de brandir l'arme du pétrole, le prix du baril s'envola. Ce que l'on appellera plus tard le premier choc pétrolier ne fut pas seulement une secousse économique. Ce fut la fin d'une certitude. La fin de cette France des 30 Glorieuses, où l'énergie semblait inépuisable et presque gratuite, où l'on pouvait concevoir des machines gourmandes sans jamais compter ce qu'elles buvaient. Pour le turbotrain, ce renversement était mortel dans son principe même. Toute la logique de la turbine reposait sur un pari: accepter de consommer beaucoup en échange de puissance et de légèreté parce que le carburant ne coûtait rien. Ce pari, en quelques mois, devint intenable. La turbine qui faisait la fierté de la France se mit à ressembler, dans les colonnes des comptables, à une bouche insatiable qu'on ne pouvait plus se permettre de nourrir. Mais il faut ici résister à la version simple, celle qui ferait du pétrole l'unique assassin. Car la vérité est plus subtile et plus cruelle. Rappelez-vous ces études que les ingénieurs de la SNCF gardaient dans leur tiroir. Dès 1973, avant même que le baril ne s'affole, leur comparaison donnait déjà l'avantage à la rame électrique. Le choc pétrolier ne créa pas l'option électrique. Il lui offrit un argument politique irrésistible. Il transforma un choix technique déjà mûr en évidence nationale que plus personne ne pouvait contester. Le pétrole ne tua pas le turbotrain. Il donna à ceux qui avaient déjà choisi l'électricité la justification dont ils avaient besoin. Il faut aussi comprendre le contexte financier dans lequel tombe cette crise. Depuis un avenant signé le 27 janvier 1971, l'État demandait à la SNCF de tendre vers l'équilibre de ses comptes à partir de 1974. L'entreprise publique était désormais sommée de prouver que ses investissements pouvaient se payer. Dans un tel climat, un matériel énergivore devenait doublement suspect. Non seulement il coûtait cher à faire rouler, mais il contredisait la nouvelle exigence de rigueur que l'État imposait à ses cheminots. Deux hommes incarnent la tension de ces mois décisifs. D'un côté, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'Économie et des Finances, gardien des deniers publics, hostile à ce qu'on engage la fortune de l'État dans une ligne nouvelle tant que le chemin de fer perd de l'argent. De l'autre, André Ségala, président de la SNCF, qui montait au créneau pour défendre l'avenir. Devant le Sénat, au début de 1973, Ségala plaidait « Le trafic entre Paris et Lyon croissait plus vite que prévu, la saturation approchait, et attendre le dernier moment pour investir coûterait finalement bien plus cher que d'agir maintenant. » Le débat n'opposait pas des visionnaires à des aveugles. Il opposait deux prudences, celle de l'argent et celle du rail. Dans ce brouillard de contraintes et d'arbitrage, la turbine perd des pieds. Non pas d'un coup, non pas par une décision unique et spectaculaire, mais par le lent glissement d'un contexte qui, mois après mois, la rendait moins défendable. Et c'est au cœur de ce glissement qu'allait se tenir, dans une salle de réunion parisienne, la première des décisions qui scellerait son destin. Chapitre 10. Salle 109, rue Traversière. Le siège de la SNCF, rue Traversière, à Paris. Nous sommes en mars 1974. C'est là, dans une salle de réunion, que se joue l'une des scènes les plus décisives, et pourtant les plus méconnues, de l'histoire ferroviaire française. Une scène sans éclat, sans cri, sans drame apparent. Des hommes autour d'une table, des documents techniques, un choix à faire. Et de ce choix dépendra ce qui survivra du turbotrain et ce qui mourra avec lui. Quelques jours plus tôt, un ingénieur de la direction du matériel, nommé Robert Boileau, avait remis une note. Elle comparait plusieurs combinaisons possibles
pour le train de l'avenir. Traction électrique ou traction turbo-électrique. Rame classique ou rame semi-articulée. Ce dernier mot, articulé, est la clé de tout. Il désignait une architecture particulière, expérimentée sur le prototype 001, où les voitures partageaient leurs bogies, s'enchaînaient en une chaîne continue, au lieu de s'aligner comme des wagons indépendants. Cette conception offrait stabilité, sécurité, masse réduite, un comportement cohérent aux très hautes vitesses. Le 13 mars, Jean Dupuy, directeur du matériel, et son adjoint André Portefait réunissent une trentaine de responsables. Les témoignages décrivent une réunion tendue. On sait ce qui se décide ce jour-là, et c'est immense. L'accord se fait, unanime, pour conserver l'articulation héritée du TGV 001. Le futur train, quel que soit son moteur, aurait le corps du prototype à turbine. Mesurez bien ce qui se passe dans cette salle. Jean Dupuy ne tue pas la turbine ce jour-là. Il ne prononce aucune sentence contre elle. Mais, sans le vouloir peut-être, il accomplit un geste d'une portée immense. Il sépare, dans le prototype orange, ce qui est mortel de ce qui est immortel. La forme survivra. Le moteur, non. L'articulation, les bogies, les études de freinage à grande vitesse, la signalisation en cabine, toute l'expérience accumulée par la machine à turbine allait migrer, intacte, vers le train électrique de demain. Le turbotrain était en train de léguer son corps à son propre successeur. C'est peut-être cela, le vrai visage d'une mort technologique. Non pas une destruction, mais une transmission. Le 001 ne disparaîtrait pas tout entier. Il se dissoudrait dans le TGV électrique, lui offrant sa silhouette, sa stabilité, ses secrets de vitesse. Il mourrait en donnant naissance. Quelques jours après cette réunion, le 6 mars 1974, un conseil restreint se tient à un tout autre niveau. Il est présidé par le président de la République lui-même, Georges Pompidou. Ce sera l'un des derniers qu'il présidera avant sa mort. Autour de lui, des hommes dont plusieurs avaient été réservés, voire hostiles au projet de ligne nouvelle. Valéry Giscard d'Estaing, Olivier Guichard, André Bettencourt. Le Conseil autorise le lancement des procédures pour la ligne Paris-Sud-Est. Contrairement à une légende tenace, il n'impose pas encore, ce jour-là, la traction électrique. La porte de la turbine n'est pas officiellement fermée. Elle est seulement en train de se rétrécir. Chapitre 11. La signature du 21 novembre. L'année 1974 fut celle des adieux et des décisions. Georges Pompidou meurt au printemps. Valéry Giscard d'Estaing lui succède à la présidence, et la question de l'énergie du futur train, restée en suspens, doit enfin être tranchée. Marcel Cavaillé, secrétaire d'État au transport, demande au ministère des Finances son accord sur l'électrification de la ligne nouvelle et sur son tracé. La réponse vient d'un homme, par une signature, à une date qu'il faut retenir comme celle du véritable point de non-retour. Le 21 novembre 1974, Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances, signe l'accord pour l'électrification. Ce jour-là, sans tambour, la France choisit le fil électrique contre la turbine pour sa grande vitesse. Les raisons de ce choix étaient triples, et toutes solides. Réduire la dépendance au pétrole, dont on venait de mesurer la dangereuse volatilité, profiter du réseau électrique déjà présent aux abords des grandes villes, et standardiser un parc capable de circuler sous plusieurs tensions sur des lignes différentes. La promesse était rationnelle, prudente, tournée vers l'avenir. Et cet avenir, nous le connaissons. Ce fut le triomphe mondial du TGV électrique, l'un des plus grands succès de l'industrie française. Mais ce triomphe eut un prix silencieux, invisible dans les livres d'histoire officiels. La turbine perdait, ce jour-là, son statut de motorisation de l'avenir. Il faut le dire clairement, car c'est ce qui rend cette histoire différente des autres. Ici, aucun acquéreur étranger ne rachète l'usine à vil prix. Aucun financier ne dépèce une entreprise. Aucun patron ne trahit ses ouvriers. La décision fatale ne fut pas un crime.
ce fut une réallocation. L'avenir industriel français, avec ses budgets, ses bureaux d'études, ses commandes, sa gloire, se détourna simplement de la turbine pour se consacrer à l'électricité. Turboméca garderait le ciel et ses hélicoptères. Crespin continuerait de construire des trains. Mais la turbine ferroviaire, elle, devenait une branche condamnée à ne plus grandir. Et pourtant, même après cette signature, la turbine ne disparut pas immédiatement. Elle s'accrocha. En février 1975, un appel d'offres envisageait encore quelques rames turboélectriques pour desservir Grenoble, alors non électrifiée, et Lausanne, où la tension suisse posait problème. La SNCF commanda même à Turboméca 2 groupes propulseurs destinés à des essais. Il restait une fenêtre, étroite, par laquelle la turbine aurait pu se glisser dans le parc du futur TGV. Puis cette fenêtre se referma, méthodiquement. Les ingénieurs mirent au point une rame capable d'entrer en Suisse sous la tension locale. Lausanne ne justifiait plus la turbine. L'État décida d'électrifier la ligne de Lyon à Grenoble. Grenoble ne la justifiait plus non plus. Et lorsque, en février 1976, la SNCF commanda ses 87 premières rames de série pour la grande vitesse, elles étaient toutes électriques. Sans exception. La dernière porte venait de se fermer, non par un coup d'éclat, mais dans les marges successives d'un appel d'offres. Le turbotrain avait quitté le futur. Chapitre 12. L'avenir se retire, ligne après ligne. Le plus étrange, dans cette histoire, c'est que la mort annoncée ne vint pas. Après novembre 1974, on aurait pu croire que les RTG allaient disparaître en quelques années, balayés par le choix électrique. Il n'en fut rien. Le turbotrain, chassé du futur, s'installa dans un long présent qui allait durer près de 3 décennies. La SNCF, pragmatique, ne jeta pas un matériel encore neuf. Elle l'adapta. Après les chocs pétroliers, sur de nombreuses rames, on remplaça l'une des turbines d'origine par une version plus puissante et plus économique, une Turmo 12. Le principe était astucieux. En exploitation courante, la turbine la plus performante pouvait suffire à elle seule, la seconde n'étant sollicitée que dans les rampes ou pour tenir les horaires les plus tendus. Cette modification réduisait la consommation et prolongeait la carrière du parc. Le nom du responsable qui signa cette transformation ne nous est pas parvenu des sources accessibles, et il serait malhonnête de l'attribuer à tel ou tel dirigeant sans preuve. Mais son effet, lui, est clair. Il donna au turbotrain une seconde vie. Une seconde vie, oui, mais pas un second avenir. Car la logique profonde n'avait pas changé. Une turbine, même améliorée, reste gourmande dans les phases de faible charge, à chaque ralentissement, à chaque arrêt. Les RTG demeuraient viables tant qu'elles constituaient un parc déjà construit, déjà amorti. Jamais elles ne pourraient servir de base à une génération nouvelle. Elles étaient des survivantes, non des pionnières. Et pour les hommes des dépôts, à Vénissieux comme à Caen, cette survie avait un goût particulier. Leur matériel roulait toujours, fidèlement. Mais ils savaient, désormais, que les grands investissements, les formations prestigieuses, les récits de gloire ne se tournaient plus vers eux. Ils entretenaient un train du passé, pendant que la France entière regardait le TGV électrique filer vers son destin. Ce n'est pas le drame brutal d'une usine qui ferme, c'est une mélancolie plus lente, celle de savoir que l'on sert une machine que l'avenir a déjà quittée. Puis vint le temps où l'on électrifia, une à une, les lignes mêmes qui avaient justifié l'existence du turbotrain. C'est là l'ultime ironie. La RTG avait été créée pour rouler vite là où il n'y avait pas de caténaire. Or, son succès prouvait qu'il existait, sur ces lignes, un trafic important. Et ce trafic justifiait, à son tour, les travaux d'électrification. Le turbotrain, en réussissant, préparait le terrain de ceux qui le remplaceraient. La ligne de Lyon à Strasbourg fut électrifiée dans le courant des années 90. Les RTG y cessèrent de circuler en 1995. Mais c'est le cas normand qui reste le plus emblématique. La Normandie avait été l'un des grands royaumes du turbotrain, depuis les premiers ETG jusqu'aux RTG qui reliaient Paris à Caen et à Cherbourg. À partir de la fin des années 80 et jusqu'en 1996, on électrifia cette grande transversale. Plus de 300 km de voies,
la suppression de nombreux passages à niveau, le relèvement de certaines sections à 200 km/h. Le montage financier réunit l'État, la SNCF et la région de Basse-Normandie. Ce n'était pas une décision cruelle, c'était une modernisation légitime, souhaitable, qui offrait aux Normands des trains plus rapides et plus performants. Mais pour les 24 rames du parc de Caen, cette modernisation signifiait la fin. En juin 1996, elles furent retirées de la relation normande. Le royaume était perdu. Et ici, le documentaire doit se garder d'une facilité. Il n'y a pas, dans cette histoire, de méchants. Le cheminot qui pleure la fin de la turbine ne s'oppose pas à un traître. Il fait face au progrès lui-même, à une électrification objectivement bonne, qui pourtant efface le savoir-faire auquel il a consacré sa vie. C'est peut-être la forme la plus poignante du déclin, celle où le progrès a raison et où il vous prend malgré tout ce que vous étiez. Chapitre 13. Le dernier Lyon-Bordeaux. À la fin, il ne restait presque plus rien. Chassés de Normandie, retirés de Lyon-Strasbourg, les dernières RTG se concentrèrent autour de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, affectés pour l'essentiel à une seule grande relation, Lyon-Bordeaux. Cette transversale du centre de la France, qui traversait le Massif central et les monts du Lyonnais, devint le dernier domaine du train qui criait. Le parc vieillissait. Les grandes révisions, ces remises à neuf lourdes qui auraient pu offrir une nouvelle jeunesse aux rames, cessèrent au début des années 90. Dès lors, le temps fit son œuvre. La corrosion attaqua les caisses. Les pièces devinrent difficiles à trouver. L'amiante, présente dans ces matériels anciens, posait des problèmes de sécurité de plus en plus lourds. Des incendies, des incidents d'entretien émaillèrent les dernières années. On étudia bien un projet de remotorisation avec des turbines Makila plus modernes, mais il ne déboucha jamais sur une rénovation de série. Nul dirigeant ne monta sur une estrade pour annoncer la mort du turbotrain. La décision de ne pas engager la grande révision qui l'aurait sauvé fut collective, diffuse, presque tacite. Pourquoi consacrer un investissement lourd à un petit parc âgé, énergivore, bourré de matériaux problématiques, affecté à une seule ligne? Le nom de celui qui signa la réforme finale ne nous est pas parvenu, et il serait injuste de le désigner au hasard. Ce fut moins une exécution qu'un renoncement. Le 11 décembre 2004, la dernière RTG française assura sa dernière relation commerciale entre Lyon et Bordeaux. Elle franchit une ultime fois les monts du Lyonnais, passa par Amplepuis, et son souffle aigu s'éteignit pour toujours sur le réseau français. Nous ne connaissons pas, hélas, le nom du dernier conducteur, celui du contrôleur, ni ceux des agents de Vénissieux qui préparèrent la rame pour ce dernier voyage. Ce silence est une blessure dans ce récit. Ces hommes méritaient qu'on retînt leur nom. Ils accomplissaient un geste historique, sans peut-être en avoir pleinement conscience. Ils éteignaient une voix qui avait résonné pendant plus de 30 ans dans les gares de France. Et le plus amer restait à venir. Le retrait du turbotrain sur Lyon-Bordeaux ne fut pas remplacé par mieux, mais par plus lent. Les rames tractées classiques qui prirent la relève allongèrent le trajet d'environ 1 heure. 1 heure de plus. Pour les voyageurs, le message était clair. Leur ligne reculait. La fréquentation baissa. Et quelques années plus tard, la liaison directe par l'itinéraire historique finit par disparaître tout à fait. C'est là que se referme le piège, dans les deux sens. On retira le turbotrain parce que sa ligne semblait fragile. Mais la ligne devint plus fragile encore parce qu'on lui retira le turbotrain. La machine gourmande partie, ce n'est pas le confort qui la remplaça, mais la lenteur, puis l'oubli. Le train qui avait apporté la vitesse aux provinces s'éteignit en emportant avec lui un peu de la vie de la ligne qui l'avait servi. Chapitre 14. L'usine qui survécut à son train. Il serait facile, pour clore cette histoire, de filmer une usine en ruine, des briques éventrées, des herbes folles envahissant une halle abandonnée. Facile et faux. Car voici la vérité, et elle déjoue toutes les images attendues. L'usine de Crespin est toujours vivante. Le berceau du turbotrain n'est pas mort avec lui. ANF passa sous le contrôle du groupe canadien Bombardier à la fin des années 80,
puis devint un site du groupe Alstom après le rachat de Bombardier Transport. Les mêmes ateliers, sur la même frontière belge, qui construisaient jadis les caisses oranges des rames à turbines, fabriquent aujourd'hui des trains électriques à 2 niveaux pour les régions françaises. En juin 2026, Alstom y célébrait la 500e rame Omneo. Le site employait alors 450 personnes et faisait travailler environ 300 fournisseurs. Le lieu qui avait bâti le train, fait pour se passer d'électricité, produisait désormais des trains électriques en série. Cette survie interdit la nostalgie facile des ruines, mais elle offre un contraste bien plus profond. Hier, Crespin construisait un train censé s'affranchir de la caténaire. Aujourd'hui, la compétitivité du rail repose précisément sur l'électrification et la standardisation que ce train avait voulu contourner. La même usine, à 50 ans de distance, fabrique le monde qui a rendu son ancienne création inutile. Il n'y a là ni trahison, ni tragédie ouvrière. Il y a le mouvement même de l'industrie qui dévore ses propres inventions pour continuer d'exister. Le site d'ailleurs connaît encore ses tensions, car la survie d'une usine n'est jamais définitivement acquise. En 2025, Karim Katari, représentant du syndicat Sud à Crespin, exprimait l'inquiétude des salariés quant à la charge de travail future du site, malgré son importance et ses effectifs. Quelques années plus tôt, Pascal Lussier, représentant de la CFDT, s'était engagé dans une procédure contestant le transfert de certaines machines vers la Hongrie sans consultation suffisante du comité d'entreprise. Ces épisodes ne concernent pas directement le turbotrain, mais ils rappellent que, derrière la longévité rassurante des murs, des hommes se battent toujours pour que la chaîne continue de tourner. Quant aux machines elles-mêmes, quelques-unes ont échappé au chalumeau du ferrailleur. Plusieurs rames furent vendues à l'Iran, ce pays qui exploitait déjà la turbine française et qui accueillait une fois de plus une technologie jugée trop coûteuse pour la France. Sur le sol français, 2 motrices de RTG sont préservées de manière identifiable. L'une conservée à Mohone, l'autre entrée à la Cité du Train, le grand musée ferroviaire de Mulhouse, où le visiteur peut aujourd'hui se tenir devant une caisse orange dont la forme promet encore le mouvement, alors même que les turbines ne s'allumeront plus jamais. Le destin du prototype, lui, fut plus glorieux. Le TGV 001, celui des 318 km/h, ne fut pas oublié. L'une de ces motrices trône aujourd'hui près de Belfort, dressée au-dessus de l'autoroute, monument offert aux automobilistes qui passent en contrebas. Et si elle est là, c'est grâce à un homme. Jacques Béger, son premier conducteur, celui qui l'avait lancée dans les Landes 3 décennies plus tôt, se battit pour la sauver de la rouille. Avec l'appui de Jean-Pierre Chevènement, alors maire de Belfort, la motrice fut acquise pour une somme symbolique, puis restaurée. L'homme qui avait donné à cette machine sa première vitesse lui offrait ainsi sa dernière demeure. Il y a dans ce sauvetage une contradiction qui dit tout. Les automobilistes qui passent sous cette motrice orange y voient le premier TGV. Ils ont raison sur la forme et tort sur le cœur. Car cette machine ne roulait pas à l'électricité. Elle brûlait du kérosène. Elle hurlait. L'histoire officielle a retenu sa silhouette et oublié son souffle. Le turbotrain a été absorbé dans la légende du TGV comme un ancêtre discret, une esquisse, une répétition avant le vrai spectacle. On a gardé son visage. On a laissé s'éteindre sa voix. Chapitre 15. Ce qui reste. Alors, que reste-t-il du train le plus fou de l'histoire française ? Il reste un son que plus personne n'entend. Ce sifflement aigu qui montait dans les gares, ce souffle d'avion retenu au sol, cette signature sonore qui faisait tourner les têtes des enfants sur les quais de Caen, de Lyon, de Guéret. Il ne reste de lui que le souvenir, dans la mémoire de ceux qui l'ont pris, et bientôt même ce souvenir s'éteindra. Il reste une couleur, cet orange éclatant qui, le premier, osa dire que la vitesse était moderne, joyeuse, provinciale autant que parisienne. Un orange que le TGV électrique reprendra, portant sans le savoir les couleurs de son ancêtre à turbine sur les lignes du monde entier. Il reste une leçon que le film ne prononcera pas, mais que les faits murmurent d'eux-mêmes. Le turbotrain ne fut pas une folie. Il fut une réponse juste à une vraie question. Comment aller vite, tout de suite,
sans attendre que le pays entier soit couvert de fils électriques. Il tint sa promesse. Il prouva qu'un train français pouvait dépasser 300 km à l'heure. Il apprit à la France la stabilité, l'articulation, le freinage à haute vitesse, tous les secrets qu'il légua ensuite à son successeur. Puis, sa mission accomplie, il fut jugé trop cher pour le monde qu'il avait lui-même contribué à faire naître. C'est peut-être cela, sa vraie grandeur. Non pas d'avoir duré, mais d'avoir ouvert la voie. La turbine avait donné à la SNCF la preuve dont elle avait besoin. Une fois cette preuve obtenue, l'avenir qu'elle avait rendu possible n'eut plus besoin d'elle. Et lorsque dans les ateliers de Crespin, aujourd'hui, une rame électrique à 2 niveaux quitte lentement la chaîne pour rejoindre les régions de France, quelque part à Mulhouse, dans le silence d'un musée, une vieille motrice orange demeure immobile. Les 2 trains sont nés du même lieu, des mêmes mains, du même savoir-faire têtu de la frontière belge. L'un appartenait à un temps où le pétrole semblait sans fin. L'autre à un temps qui cherche précisément à s'en passer. Entre ces 2 machines tient toute l'histoire d'un pays qui a su une fois faire crier ses trains comme des hélicoptères, avant de comprendre qu'il lui faudrait apprendre à les faire chanter en silence.